Et on passe au français. Je vous dis officiellement bonjour et vous voyez que notre rencontre est enregistrée et j'ai ainsi le plaisir d'ouvrir cette avant-dernière séance du séminaire de recherche en sciences humaines et sociales du Centre de civilisation française et d'études francophones de l'Université de Varsovie, qui est consacré cette année, je vous rappelle, au concept de sécurité. Et aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'écouter la communication de Madame la professeure Mirosława Wielopolska-Szymura de l'Université de Silésie, la communication sur la stratégie de la Radio France Internationale dans le domaine de la diffusion internationale. Madame la professeure est politologue et spécialiste des médias. Elle travaille à l'Institut de journalisme et de communication médiatique de l'Université de Silésie à Katowice. Et ses champs de recherche portent sur la question de la radio comme moyen de communication, surtout s'il s'agit de la radio publique et sociale en Pologne et dans le monde entier, des processus de numérisation et de convergence de la radio et du rôle de la radio dans la communication internationale et interculturelle. De plus, elle s'intéresse au sujet de la liberté des médias et de la désinformation, ainsi qu'à la diplomatie médiatique et culturelle. Et au sujet de notre thématique d'aujourd'hui, elle a notamment publié le livre BBC World Service, Radio France Internationale et Voice of America dans la communication internationale, de la propagande à la diplomatie publique. Mais je vous laisse découvrir ces publications ainsi que sa notice biographique complète sur notre site Internet. Et après la communication de Madame la professeure, j'invite tous à participer au débat. Vous pouvez bien évidemment prendre la parole, mais si vous êtes en ligne, vous pouvez très bien inscrire vos questions sur le chat. Surtout, merci, Madame la professeure, d'avoir accepté notre invitation et sans tarder, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Bonjour, Madame et Messieurs. C'est un grand honneur pour moi d'être ici avec vous et de vous présenter les résultats de mes recherches scientifiques. Merci beaucoup pour l'invitation. Mon discours lors du séminaire est basé sur des recherches sur des stations de radio internationales que j'ai inclus dans la monographie qu'avez-vous mentionné. L'objectif fondamental qui guidait la rédaction de cette monographie était d'essayer de déterminer le rôle actuel de la radio dans le processus de la communication internationale de pays par rapport aux époques antérieures du fonctionnement de stations de radiodiffusion internationale, domination de la radio sur ce champ. Je me concentrerai sur l'histoire de la radio internationale en France et sur des formes d'activité de RFI aujourd'hui. À l'époque d'entre deux guerres, celle précédant directement la Seconde Guerre mondiale, on crée de nouvelles stations de radiodiffusion destinées aux auditeurs vivant à l'étranger. À l'origine, elles servaient principalement à la communication officielle ou privée du type point au point, en anglais point to point, fonctionnement à l'instar de la communication télégraphique, d'un seul émetteur à un seul récepteur. Pardonnez-moi. Avec le développement des appareils d'émission et de réception, l'approfondissement du savoir sur la nature des ondes radioélectriques, les dimensions et les possibilités de ces moyens de transition s'élargissaient à tel point qu'il est transformé, grâce à des passionnés de la radiophonie, radioamateurs et des investisseurs, en un média de masse.
Les stations de radiodiffusion, surtout internationales, disposant d'une ampleur du signal radioélectrique convenable d'un réseau de correspondants étrangers, pouvaient relater à jour dans un temps réel les événements qui suscitaient l'intérêt du monde entier. Le potentiel de la radio s'est avéré important aussi lors de la Seconde Guerre mondiale, où la radio était employée non seulement comme un moyen de transmission, mais également comme un outil d'une lutte armée. En outre, dans l'activité opérationnelle et subversive, le brouillement de signaux de l'adversaire ou dans la reconnaissance offensive. La Seconde Guerre mondiale était une époque où la possibilité de s'adresser directement aux récepteurs étrangers, citoyens de pays ennemis, alliés ou neutres, a pris une importance particulière, où l'action d'informer les habitants d'autres pays et d'influer sur leur opinion est devenue cruciale pour les conflits militaires étant en cours de déroulement. Le rôle de la radio était aussi incontestable dans la communication internationale à l'époque de la guerre froide. L'activité de stations de radiodiffusion telles que Radio Free Europe, Radio Liberty, Voice of America, BBC World Service, Radio France Internationale, Deutsche Welle, Radio Madrid, Radio Moscou ou Radio China International étaient fondamentales, d'une part, dans la guerre idéologique en cours, d'autre part, dans la diplomatie publique. Avec ce processus, la position de la radio sur la scène internationale a changé par rapport aux autres médias de masse. De la domination à l'époque des années d'or de la radio, à la baisse de l'audience dans les années 50 où sa position a été prise par la télévision, jusqu'à la fin des années 90, à l'époque contemporaine où le paysage des médias a été révolutionné par l'apparition de l'Internet. Le processus de la technologie et de la convergence digitale, le changement des habitudes de réception et les moyens d'utiliser les médias, mais également des phénomènes plus larges, et en outre la domination de la culture audiovisuelle qui accompagnait toutes ces transformations. On influençait les préférences des auditeurs, fragmentation des formats de radio, l'audience de la radio, mais aussi sa position sur le marché. En outre, la médiatisation croissante de la politique intérieure du pays et la primauté du paradigme audiovisuel dans la communication politique ont fait que, dans ce domaine, la radio, en tant que moyen de transmission, a été régulée à l'arrière-plan et dominée par l'usage de la télévision et de nouveaux médias. Toutes ces prémices ont fait que le rôle de la radio sur la scène internationale exigeait à l'époque contemporaine une reprise de la réflexion. Il se présentait alors de manière spontanée la conviction que la splendeur de la radiophonie internationale est déjà passée et qu'elle n'est plus perçue, aussi bien par les gouvernements des pays que par les auditoires. Excusez-moi. Excusez-moi, est-ce que c'est bien qu'on voit toujours la première diapo ou est-ce que ça ne marche pas chez nous? C'est l'introduction. Ah, d'accord, excusez-moi, parce que parfois ça ne marche pas non plus. Mais, pardon. L'auditoire comme une source d'information importante ou un moyen significatif de parvenir jusqu'à l'opinion publique étrangère. L'analyse des principes et des formes d'activité des stations de radiodiffusion internationale a permis de parvenir à la conviction que le rôle actuel de la radio dans le système de communication internationale est aussi important qu'auparavant, mais en même temps il a été soutenu à la suite du développement historique par les nouveaux médias, c'est-à-dire par la télévision et Internet. Les stations de radiodiffusion internationale n'existent pas dans une vide médiatique, mais elles demeurent un moyen important de la communication internationale, surtout à cause des conditions spécifiques de ce type de communication.
Elle est liée aux objectifs stratégiques de la politique extérieure des pays particuliers, et celle-ci est réalisée dans différentes parties du monde, dans des pays à différents niveaux de progrès technologique ou la réception de la télévision, et notamment l'accès à l'Internet, ne sont pas possibles. Dans les pays atteints par des conflits armés ou ayant une situation économique difficile, la radio demeure le média le plus important de communication et exerce beaucoup de fonctions importantes. Elle sert à informer sur les menaces guerrières, épidémiologiques, les catastrophes climatiques, les cataclysmes, mais aussi à reprendre le savoir sur les droits de l'homme en tenant compte de la propagation du savoir sur les droits des femmes. En bref, elle sert à informer sur les droits civiques. En outre, dans les dernières années, les stations de radiodiffusion Voice of America, BBC World Service et Radio France Internationale sont chargées de lutter contre les extrémismes et la propagande, comme la prévention de la propagation de fausses informations. Les actions des stations de radiodiffusion sont liées à la politique du gouvernement des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France dans le domaine de lutter contre le soi-disant État islamique et les structures terroristes, ainsi que de renforcer le processus de démocratisation dans ces parties du monde qui sont atteints par des conflits armés ou des crises politiques, comme l'Ukraine en dernier temps. Le début de la radiocommunication internationale en France. Maintenant, nous commençons avec une présentation. Dans les années 1910-1914, la Société française radioélectrique opérant en France installait des antennes en outre au Congo belge, Russie, Belgique, Mexique, Turquie, Bulgarie, Serbie, l'Italie et la Chine. Des principes de fonctionnement similaires ont été adoptés dans la station de radiodiffusion française Radio France à Saint-Assis. C'est la deuxième illustration, à partir de laquelle le message à l'étranger était diffusé sur des ondes longues, même d'une longueur de 20 000 mètres, à l'aide d'immenses mâts longs de 250 mètres, dont la base occupait 400 mètres carrés. La station a reçu une licence de diffusion transocéanique en échange de l'acceptation de l'obligation d'envoyer la correspondance des autorités et fonctionnaires françaises vers le territoire d'outre-mer. Ici, c'est une photo de Radio France à Saint-Assis de 1921. En France, à cette époque, un ingénieur Mesny, pour le besoin d'un concours annoncé par la radiodiffusion militaire sur ordre du général Gustave Ferrier, il construit un émetteur d'une longueur d'onde de 45 mètres et d'une fréquence de 6067 MHz. Grâce auquel il établit une liaison permanente du fort d'Issy-les-Moulineaux à Djibouti. Les ondes courtes et ultra-courtes sont devenues encore plus populaires après 1925, lorsque les rechercheurs français, aussi Saint-Assis, le bâtiment de Saint-Assis, ce site encore oublié, mais nous pouvons visiter ce site. Ici, c'est Gustave Ferrier. Au centre, Gustave Eiffel, un constructeur de la Tour Eiffel. Et à droite, nous avons le général Gustave Ferrier.
Les ondes courtes et ultra courtes sont devenues encore plus populaires après 1925 lorsque le chercheur français André Clavier a effectué une transmission à travers le canal de la Manche en utilisant des longueurs d'onde de seulement 18 mètres. Cet inventeur, travaillant aux côtés du général Ferrier à l'entreprise centrale radiotélégraphie militaire, déjà en 1923, publié un ouvrage intitulé « Les ondes courtes, émission, réception, construction des appareils », dans lequel il décrit le fonctionnement des ondes courtes et ultra courtes, ainsi que les dispositifs nécessaires pour les émetteurs à les recevoir. Enfin, le 16 août 1930, le Conseil des ministres décide de créer une radio internationale pour assurer la communication entre le pays et ses possessions coloniales. Plus tard, le 22 mai 1930, à Paris, l'institution appelée Fédération nationale de la radiodiffusion coloniale a été créée pour gérer l'activité de radiodiffusion de la radio coloniale. En novembre de la même année, dans la ville parisienne de Pontoise, une station de radiodiffusion à 3 antennes a été érigée, censée envoyer un signal radio dans le sens est-ouest vers les régions d'Amérique du Nord et d'Extrême-Orient et du nord-sud aux possessions africaines. Le siège et le studio de la radio étaient situés à Paris et le lancement solennel de la radio, qui reçut le nom de le post-colonial, eut lieu le 30 avril 1931. Ici, c'est André Clavier, un auteur de publication Les ondes courtes, émission, réception, construction des appareils, et la copie de ce livre. Et ici, c'est la photographe de le post-colonial. Pendant les premières années, la radio remplissait sa fonction d'échange d'informations entre les colonies et la métropole. Pardonnez-moi. Mais vers 1934, la position de la radio a diminué en raison du développement rapide des stations de radiodiffusion transnationales de Grande-Bretagne, d'Allemagne, d'Italie, les Pays-Bas et l'Union soviétique. Les antennes françaises de 15 kW étaient trop faibles pour traverser le signal de concurrents en développement. Il ne s'agissait pas seulement de rivalité économique. Le renforcement du signal radio devait être un contrepoids aux stations de diffusion idéologisées de l'Allemagne nazie et d'Italie fasciste. À cette époque, la radio italienne Bari a été créée, fondée en 1934, qui a été la première à commencer à diffuser des programmes en arabe préparés en tant compte des intérêts italiens en Afrique. En juillet 1935, le ministre des Postes et des Télégraphes fait appel à l'Assemblée nationale française pour financer la construction d'un mât suffisamment solide d'une station émettrice qui couvrirait les zones reculées de la colonie avec un signal. L'autorité française, malgré leur faveur pour ce projet, n'en commenceront sérieusement la mise en œuvre qu'en 1936, lorsqu'elles se rendirent compte que le programme en langue arabe de Radio Bari alimentait les sentiments anticoloniaux dans les dépendances françaises. Ce n'est qu'au printemps 1938 qu'un nouveau mât en onde courte de 25 kW est mis en service pour alimenter la transmission de la radio coloniale, rebaptisée Paris onde courte dans la période transitoire et enfin Paris mondial.
Lors de l'inauguration officielle de la radio le 16 août, le ministre d'ouverture de Poste et Télégraphe, Jean-Baptiste Lebas, a déclaré que la République française dispose aujourd'hui d'un formidable instrument qui lui permettra d'informer les gens, quelle que soit la distance à laquelle ils êtres, de sa politique internationale, c'est-à-dire de son fort désir de paix. Les émissions ont été diffusées en anglais, arabe, français, allemand, polonais et italien. En outre, en 1939, la situation lance un autre émetteur à lui d'une puissance de 100 kW, grâce auquel Paris mondial atteint tous les coins du globe, changer le nom de la radio de l'époque coloniale en Paris mondial signifiait un changement symbolique dans la réflexion sur la portée de la radio. Désormais, il s'agissait de toucher tous les peuples du monde, pas seulement les citoyens français à l'étranger. En France, avant même le déclenchement de la guerre, les efforts s'intensifiaient pour améliorer la politique d'information du gouvernement censée contribuer à lutter contre la propagande nazie. Le 29 juillet 1939, la première ministre Daladier crée le Commissariat général à l'information, dirigé par Jean Giraudot, l'un des écrivains français les plus éminents de l'époque, de réputation mondiale et diplomate de plus de 20 ans d'expérience dans la diplomatie culturelle. Tous les services d'information des ministères et des unités militaires françaises, les maisons d'édition, les bureaux de traduction et les imprimeries, ainsi que les agences de presse et de propagande qu'il soumet à la censure, relèvent de sa tutelle. Ces réseaux d'information chargés de diffuser l'information dans le pays à l'étranger, ainsi que de façonner l'opinion publique internationale, s'appelait Service des œuvres. Deux agences d'information fonctionnaient au sein de l'Office. L'une chargée de la communication en métropole et dans l'Empire français. L'autre chargée de la communication au-delà des frontières administratives de la France, appelée Service de l'information à l'étranger. Radio Paris Mondial, créé en 1938, remplaçant le post-colonial, diffusait initialement des programmes, comme je dis, dans quelques langues, en 1940, les entendait à 20 autres langues européennes et non européennes, principalement asiatiques et africaines. À l'origine, le programme était préparé par une équipe de journalistes organisée à la hâte, mais avec le changement de direction de la station qui a eu lieu en lien avec l'adoption d'une nouvelle stratégie d'information, l'équipe a été rejointe par des journalistes professionnels ainsi que des immigrants, dont réfugiés politiques installés à Paris dans les années 1930. Après la prise de Paris le 14 juin 1940, les nazis ont repris toutes les stations de radiodiffusion encore actives dans la partie occupée de la France, y compris Paris Mondial. En revanche, les radios situées en zone française ont dû cesser immédiatement de diffuser leurs programmes. Avec un permis séparé, ils ont été autorisés à reprendre leur activité le 6 juillet sous le contrôle du gouvernement du Vichy avec le maréchal Philippe Pétain. Radio publique de Toulouse, Marseille, Lyon, Nice, Grenoble, Limoges et Montpellier est privée. Radio Agen, Radio Méditerranée, Radio Lyon, Radio Nîmes, Radio Toulouse et Radio Montpellier ont été inclus dans le réseau appelé Radio Nationale. Le 11 juillet, le maréchal Pétain donne le premier message radio de Vichy aux Français. Nous pouvons écouter ce message.
c'est un fragment de l'audition radiophonique. Nous pouvons écouter depuis quelques secondes. Okay. Que Pétain eut le plaisir d'entendre en mars 41 à la cathédrale du Puy-en-Velay, où il accomplissait un de ses voyages les plus flatteurs. Mes seigneurs, messieurs, mes frères, sans doute vous rappelez-vous, monsieur le maréchal, qu'à monsieur le maire Pébellier, vous invitant à venir parmi nous et vous rappelant à cette occasion les gloires traditionnelles du Puy, vous avez répondu en souriant que vous viendriez ici comme Charles VII. Le Puy, c'est aussi Notre-Dame des Victoires, à 2 pas d'ici, à l'abri du rocher de la Vierge, il y a le rocher Saint-Michel, le second sanctuaire national de Saint-Michel en France. Et somme toute, toutes les prières qui ont été adressées ici par la France en détresse ont fini par être exaucées. Lorsque vous sortirez tout à l'heure, vous apercevrez en plein ciel, en ciel bleu de France, ce ciel bleu d'où présage qui vous poursuit, paraît-il, partout, monsieur le maréchal. Bon, la station de la radio nationale utilise des slogans accrocheurs, la voix de la France, plus tard la France fidèle, et même la France musulmane, pour souligner le lien indissociable avec les territoires coloniaux. En conséquence, la propagande pro-hitlérienne était présente dans toutes les radios de France et de ses possessions d'outre-mer. Il a adopté divers modes d'argumentation pervers pour atteindre ses objectifs principaux, empêcher la résistance des civils français et affaiblir, voire éliminer le soutien au mouvement de la résistance indigène. Les principales méthodes de guerre verbale étaient la désinformation. Les annonceurs se sont fait passer pour des personnes et les stations de radio se sont fait passer pour des mouvements représentant de larges groupes sociaux opposés à la guerre avec l'Allemagne. Les annonceurs de Radio Humanité, qui tire son nom du titre de journal édité par le Parti communiste français, propage de 1940 l'idée d'unir le prolétariat mondial, non pas contre l'Allemagne, mais contre le capitalisme en tant que tel sous la houlette de l'Union soviétique, alors encore allié de l'Allemagne, qui avait garanti la non-agression d'Hitler. La station de radio La Voix de la Paix a attaqué le gouvernement de Daladier, le qualifiant de bellicide, tandis que la station de radio Réveil de la France a fait appel aux nationalistes français. La station de radio la plus importante reprise par les occupants nazis était Radio Paris. Des collaborateurs français ont fait valoir sur ces ondes que la guerre entre la France et l'Allemagne était le résultat de la diplomatie trompeuse du ministère des Affaires étrangères et en même temps que l'égoïsme de leurs compatriotes avait conduit la France à la ruine. Cette argumentation était censée conduire les Français à des conflits mutuels et au chaos général dans la première période de la guerre. Plus tard, la radio a tenté d'adoucir les divisions nationales et a fait valoir que les Français pourraient réaliser l'unité interne grâce aux Allemands, qui représentent des valeurs précieuses, l'éthos du travail acharné et le pragmatisme.
Il a été avancé que le désir de représailles devait être remplacé par la coopération. À titre d'exemple, on a pointé du doigt les Allemands qui, pour les Français, travaillent dur à la moisson dans le nord de la France. Le message de propagande dirigeait l'attention contre la Grande-Bretagne, accusée de poursuivre ses propres intérêts et d'être non européenne. On a fait valoir que la France et le continent ne connaîtraient, c'est ainsi cité, ne connaîtraient pas l'équilibre ni la vie réelle, ne reviendraient pas à pleine puissance tant que la résistance des Britanniques n'aurait pas été complètement éliminée. L'Angleterre, car elle a toujours utilisé l'Europe pour ses intérêts non européens. Cette fois, le continent sera débarrassé des Britanniques insulaires une fois pour toutes. Soit dit en passant, dans le rapport quotidien, les Français ont été informés que la situation alimentaire en Grande-Bretagne est désastreuse. Les Britanniques sont invités à manger l'herbe de pelouse comme des vaches. Dans le même temps, il a été signalé que la raison du manque de vivres en France était le blocus introduit par les Britanniques. Le mouvement de la résistance française avec Charles de Gaulle a commencé à émettre depuis Londres en 1940 sur BBC Radio. C'était appelé Radio Londres. Malgré l'aide de la BBC, de Gaulle n'a pas un contrôle total sur le contenu des émissions en français qui sont soumises à la censure britannique. Ainsi, en septembre 1940, du Congo français au territoire français, les émissions de Radio Brazzaville, créées sur la base de Radio Club, existaient depuis 1945, a commencé à atteindre le territoire français. Le général de Gaulle commanda et supervisa personnellement le lancement de la radio, qui reçut un nom symbolique, paraphrasant le slogan de la radio du gouvernement de Vichy, « La voix de la France libre ». Le directeur de la station est repris par Philippe Desjardins, qui supervise les émissions diffusées sous le nom commun « Émissions vers l'étranger ». Le 18 juin 1943, 3 nouvelles antennes et le nouveau siège de Radio Brazzaville sont mises en service, grâce auxquelles des émissions enregistrées en 20 langues peuvent être entendues dans 46 pays, continuent un contrepoids aux stations de diffusion de l'occupant allemand et du collaborationniste. Gouvernement de Vichy, voyant les avantages de la puissance de communication de la radiodiffusion internationale, le général de Gaulle a pris une décision de prise en charge de toutes les radios publiques et privées algériennes au profit de la résistance, signée en Algérie le 22 juin 1944. Dans le cadre de la radiodiffusion, c'est tout au niveau de la radiodiffusion pendant la guerre mondiale. Après la guerre, dans le cadre de la radiodiffusion d'après-guerre, la France n'a pas recréé une radio étrangère distincte à l'instar du post-colonial, mais s'est contentée de créer des sections linguistiques dans le polonais de 1949, opérant au sein de Radio France, qui préparait des émissions courtes avec à l'esprit les différentes nationalités de groupes et d'immigrés en France. Bien que des programmes étaient diffusés dans près de 20 langues, les circonstances d'après-guerre ont fait que ces programmes ont été négligés. Les équipes éditoriales n'ont pas reçu les fonds suffisants pour créer les stratégies de communication appropriées n'ont pas été prises en compte. Par exemple, une section en langue russe a été introduite seulement le 3 octobre 1960
alors même que les autorités proclamaient la nécessité de combattre la propagande soviétique. L'attention du gouvernement français se porta principalement sur ses propres possessions coloniales en Afrique du Nord. Les émissions en arabe furent introduites en 1950, diffusées via Radio Alger et au Moyen-Orient, au Vietnam et en Amérique latine. Depuis la fin de la guerre, la France tente d'organiser et de reconstruire des stations de radio locales. Le 5e octobre 1945, les forces militaires françaises stationnées à Saigon séparent une équipe d'ingénieurs radio chargés des émissions radio. La première émission de 50 minutes est diffusée le 9 décembre 1945. Cependant, le 8 avril 1946, l'explosion de l'arsenal provoque la destruction d'une partie du matériel de Radio Saigon. La première guerre d'Indochine entre la République démocratique du Vietnam et la France pour l'indépendance du Vietnam s'est déroulée à cette époque. Ce n'est qu'en juillet 1948 que la commission interministérielle des autorités françaises vietnamiennes signe un accord sur la nationalisation de Radio Saigon sous tutelle vietnamienne qui, eux, finalement, liaient le 17 octobre 1949. Station propriétaire a été créée sous le nom de Radio France Asie, avec le droit de préparer et de diffuser des programmes confirmés dans le traité du 1er janvier 1952, principalement pour la radio et la télévision publique RTF, c'est-à-dire la radiodiffusion télévision française à l'époque. C'était 25 heures étaient envoyées en France chaque semaine au programme d'Asie dans ses langues locales. Entre-temps, le 18 décembre 1950, le Sénat français adoptait une résolution obligeant le gouvernement à étendre et à renforcer la puissance d'émission des émetteurs à ondes courtes afin d'assurer une plus grande diffusion de l'information et de la culture française dans le monde. Cependant, ces plans ont été reportés pendant de nombreuses années et ont même abandonné ce qui existait déjà en 1954, la production de la diffusion de programmes pour l'Amérique du Sud et la Finlande ont été arrêtés. Des programmes pour la Pologne, la Yougoslavie et la Grande-Bretagne ont été diffusés via Radio Brazzaville pour améliorer leur qualité de diffusion. Il convient de rappeler que Radio Brazzaville, à partir de laquelle le programme du général de Gaulle et de la France libre était diffusé pendant la Seconde Guerre mondiale, appartiennent toujours aux Français, tout comme Radio Dakar, tout situé dans les colonies françaises. Radio Brazzaville diffusait des programmes en français, anglais, portugais, suédois et danois vers l'Europe, le Moyen-Orient, les Amériques, mais dans aucune des langues locales. Dans les années 50, à la suite de la déclaration d'indépendance des pays successifs des colonies africaines, la France a perdu le contrôle direct des radios de cette région. Le 24 février 1963, la Direction des relations extérieures est créée en avril de la même année et publié le rapport d'Edouard Balladur qui recommande la reprise de l'intensification des programmes de diffusion pour les étrangers. Autre mouvement, le lancement le 20 novembre 1964 d'une enquête intitulée La Rose des Vents, après des auditeurs étrangers qui devaient pendant 11 jours envoyer des commentaires sur la réception et l'évaluation des émissions de radio françaises à l'étranger. L'action s'est avérée être un grand succès.
45 000 réponses, 69 000 rapports de 114 pays ont été envoyés. Influencé par ce succès, le gouvernement français a adopté un plan d'expansion des stations de radiodiffusion en ondes courtes qui a été annoncé à l'Assemblée nationale le 14 octobre 1965. Cependant, ni le ministère des Finances, ni qui refuse de financer le projet, le ministère des Affaires étrangères ne croit pas non plus à la nécessité de développer la radiodiffusion internationale et refuse de soutenir ce projet. En 1968, la direction radiodiffusion l'extérieur est transformée en direction des affaires extérieures de la coopération. En 1969, il a entrepris des tentatives pour améliorer la situation de la radiodiffusion pour les pays étrangers, par exemple en réorganisant les sections linguistiques de Radio France et en renonçant à émettre en plusieurs langues, bulgare, portugais, slovène. De plus, le nombre total d'heures de diffusion par jour est passé à 240, dont 70 heures ont été mis en œuvre en 14 langues étrangères et 170 en français. La légitimité de la diffusion en français aux résidents d'autres pays a été remise en question même par le syndicat des journalistes français. En février 1970, le nombre d'heures de diffusion est porté à 22 vers l'Europe centrale et orientale, mais dont la langue en français a été diffusée 3h30 par jour, en russe 1h30, en polonais 1h, 50 minutes, et roumain 45 minutes. Au lieu de cela, les programmes ont été arrêtés à l'Afrique. Aucun de ces efforts n'a reçu d'évaluation positive. La qualité des émissions et leur valeur pour le public étranger ont été remises en cause, notamment en ce qui concerne les émissions diffusées en français, une langue peu répandue dans les pays socialistes. En raison de causes organisationnelles, tous les services pour l'Europe de l'Est ont été abandonnés, ils ont été liquidés. La destination de cette diffusion devait être à l'Afrique par l'Europe de l'Est, pas l'Europe de l'Est. Il faudra attendre l'instauration de la loi martiale en Pologne en 1921 pour que les Français prennent conscience de l'importance de la transmission vers le pays socialiste et recréer au sein de RFI des sections linguistiques polonais en décembre 1921, puis russe 1993, roumain 1994 et serbo-croate 1996. Les programmes pour l'Afrique se sont également développés de manière plus dynamique. Une enquête Gallup de 1981 montrait que sur 8 millions d'Africains écoutant la radio, pas moins de 36% écoutent RFI. Le 29 juillet 1992, l'Assemblée nationale vote une nouvelle loi sur l'audiovisuel, en vertu de laquelle RFI fait partie du diffusier Radio France, avec un budget couvert à 40% par le budget de l'État et à 50% par la redevance audiovisuelle. Cela garantissait le financement constant de RFI. Les objectifs les plus importants de la radiodiffusion internationale de ces radios discutées étaient la communication avec la diaspora, la représentation propre État-nation dans le monde à travers la représentation de sa politique, sa culture et son économie,
en fournissant des informations indépendantes, crédibles, des informations équilibrées du monde, en particulier là où elles ne sont pas, il y a des médias gratuits, la promotion et la préservation de langues maternelles, par exemple la francophonie ou la perpétuation des langues de la population ethnique par l'usage dans la diffusion créée. Maintenant, j'aimerais bien de vous parler de Radio France Internationale aujourd'hui. C'est un point, un peu d'histoire. Maintenant, Radio France Internationale fait partie du groupe France Média Monde. C'est l'organisation médiatique française. Vous pouvez OK. Bon. Ça fait partie du groupe France Média Monde, opérant depuis 2013, une diffuseur publique chargée, en outre, pour la promotion de l'État et la diffusion de la culture française dans le monde, pour la promotion de la communication interculturelle. Outre RFI, ce groupe comprend également France 24, une chaîne de télévision 24 heures sur 24 avec des éditions arabes, françaises et anglaises. Radio Monde Monte Carlo Doualiya, diffusant de programmes en arabe destinés aux habitants du Moyen-Orient, Mauritanie, Soudan du Sud et aux citoyens arabes de France. France Média Monde est également actionnaire de la chaîne de télévision par satellite TV5 Monde et depuis avril 2017 de Canal France International, opérateur public qui œuvre pour le développement des médias dans le pays du sud du globe, Afrique, pays arabes et Asie du Sud-Est. Le fondement du fonctionnement du France Média Monde est la loi française sur l'audiovisuel numéro 86 du 30 septembre 1996 relative à la liberté de communication, c'est-à-dire loi Léotard, ainsi que de conventions signées pour une durée de 4 ans entre le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture et de la Communication et le diffuseur public international, dit cahier de charges, un ensemble de tâches et d'obligations imposées par l'État. Les accords actuels sont entrés en vigueur le 15 juin 1916 et sont avenant le 9e mai 2017. En matière de politique de communication extérieure, le groupe France Média Monde s'engage à assurer le rayonnement de la France et de la langue française et stimuler les valeurs démocratiques et républicaines dans le monde. Proposer des solutions alternatives aux médias existants sur la scène internationale, offrant en plusieurs langues et utilisant tous les supports la vision française de l'actualité internationale, tout en préservant l'indépendance des pouvoirs politiques, en veillant à favoriser le dialogue, l'échange d'opinions et le débat public. Assurer la promotion de la culture française et francophone dans toute sa diversité. Des recommandations spécifiques pour la diffusion internationale sont de proposer des programmes radiophoniques en français et en langue étrangère, destinés prioritairement aux Français résidant hors de France, mais aussi au public étranger résidant également en France,
chargé de contribuer à la diffusion de la culture française et de réaliser une mission d'information sur les affaires françaises, européennes et internationales. En raison de leur portée transnationale et multilingue, de leur partenariat avec des acteurs locaux, les programmes doivent agir à la fois comme des médias locaux destinés au public cible et comme un outil de promotion de la diversité culturelle et des valeurs françaises et francophones. La radio devrait accorder une attention particulière à la sensibilisation aux valeurs démocratiques. La composition et le format des programmes préparés doivent résulter de la situation géopolitique et des techniques de distribution disponibles afin que la radio puisse devenir un point de référence dans le capitale et les principales régions cibles de diffusion. C'est la cité de RFI. Nous pouvons passer à la première. Vous pouvez voir ici les grilles de programmes proposées par la radio. Ce sont des programmes en français, mais aussi en anglais et d'autres langues. RFI diffuse en 15 langues et leurs variantes locales, par exemple français, anglais, chinois, Ossa, espagnol, cambodgien, kiswahili, manding, persan, portugais, russe, roumain ou vietnamien. Les programmes radio sont diffusés sur 156 fréquences radio différentes via des stations FM partenaires, près de 1000 radios, en ondes courtes et moyennes sur 30 fréquences satellitaires. Ils peuvent également être reçus via des sites web permettant d'écouter des émissions de radio en direct et sous forme de podcast, ainsi que de rédiger des films, regarder des films sous forme de transmission et de podcast aussi. La radio dispose également d'une application pour appareils mobiles présente sur les réseaux sociaux. Les données quantitatives des audiences de médias individuels de groupe France Média Monde sont assez bien. RFI a réussi en 2020 5,8 millions d'écouteurs. 5,8 millions d'écouteurs. Ce sont de plus nouveaux données. Pour des raisons techniques et organisationnelles, les audits des auditoriums ne sont réalisés que dans certains pays où le signal radio ou télévision de groupe France Média Monde est capté. Résultats ne sont pas dupliqués, c'est-à-dire que chaque consommateur de médias n'a été compté qu'une seule fois. Les données montrent une augmentation de l'audience de RFI dans les dernières années, alors que les données de la radio Monte Carlo Doualiya sont reproduites depuis 2040, car il est impossible de refaire la recherche des auditoriums en raison de conflits armés dans le pays en quête. Radio Monte Carlo Doualiya a réussi en 2017 7 millions d'écouteurs. La chaîne de radio et de télévision sont financées par les redevances et les subventions du ministère français des Affaires étrangères, le montant du financement des années suivantes.
Le programme de Radio France Internationale se compose de deux chaînes principales. Vous pouvez voir d'ici ces deux chaînes. Ici, c'est RFI Monde et RFI Afrique, auquel s'ajoute la chaîne musicale en ligne RFI Musique. Nous pouvons voir ici le grille de programme. La chaîne musicale RFI Musique est lancée en novembre 2016, destinée aux jeunes auditeurs proposant de musique francophone et africaine. L'offre de programmes de RFI Monde et de RFI Afrique est fondamentalement la même. L'édition africaine contient des programmes supplémentaires à profil régional. Comme mentionné précédemment, la radio diffuse des mutations locales dans les langues ethniques sur différentes fréquences FM. C'est ainsi que fonctionne RFI Planète Radio, qui accompagne les diffuseurs locaux et ethniques dans le développement de leur propre radio, en leur apportant un soutien technique, organisationnel, de formation et de programmation, en collaboration avec Canal France International. En créant des filiales en diffusant dans les zones touchées par la crise, elle est souvent la seule source d'information. RFI Monde est une radio universelle avec des éditions en français et en anglais. Nous sommes à la site en français. La grille de base francophone de RFI Monde comprend de nombreuses émissions diffusées quotidiennement, hebdomadairement et parfois mensuellement. Parmi les émissions régulières, il y a naturellement le service d'information appelé Journal, diffusé à l'heure, d'une durée généralement d'environ 10 minutes, rendant compte de derniers événements mondiaux. Les autres programmes d'information permanents sont les sessions d'information et la tranche d'information. Vous pouvez voir ici des programmes de ces stations internationales. Ils ont également des éditions consacrées à l'actualité de France, appelées tranches d'information. Un journal France ou d'Afrique, tranche Afrique. En soirée, un journal spécial pour ceux qui parlent moins français, journal en français facile, est diffusé. L'heure diffuse également des services adressés aux habitants d'Haïti et des Amériques. Journal d'Haïti et d'Amérique. Est une fois par semaine le rendez-vous Amérique-Haïti. Un service distinct est consacré à l'actualité sportive dédiée au football, c'est Radio Foot International, tandis que le magazine Mondial Sports propose une fois par semaine l'actualité de divers sports. Les questions économiques de la France, de l'Afrique et d'autres parties du monde sont abordées dans l'émission Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Ici, c'est par exemple un programme Afrique Économie ou Afrofuturisme, aujourd'hui l'économie, le portrait, etc. RFI Monde est une radio le journalisme social est une autre proposition permanente de la grille de programme. Il s'agit notamment d'Accent d'Europe. Ici, c'est le programme Accent d'Europe.
Un magazine quotidien couvrant la vie quotidienne des Européens, de la politique à la famille en passant par la mode. 7 milliards de voisins, maintenant changé à titre 8 milliards de voisins parce que la population du monde a augmenté. Nous avons 8 milliards de voisins. Est une émission pour les jeunes africains abordant tous les aspects de leur vie en Afrique, de la famille, l'école, le travail, à leur vie personnelle, la mode et la culture. Nous pouvons écouter un peu. « 8 milliards de voisins, c'est maintenant. » 8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines. Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins. Aujourd'hui, gros plan sur la société turque à l'heure des élections. Vous le savez, le rendez-vous capital des Turcs dans les urnes ce dimanche est largement relayé par la rédaction de RFI, avec des éditions spéciales, des reportages, des articles aussi à retrouver sur RFI.fr. Et chez 8 milliards de voisins, émission de société, eh bien, on a eu envie de mieux comprendre où en est exactement la vie quotidienne des Turcs dans cette société dirigée depuis 20 ans par Tayyip Erdogan. À quoi rêvent les jeunes dans des universités victimes de purges? Quels droits pour les femmes? Quelle place pour la religion? Comment s'en sortent les familles avec l'inflation? Comment est vécu au quotidien l'affaissement économique à l'image du séisme du 6 février dernier qui a fait près de 50 000 morts et énormément de disparus inconnus? Et puis l'affairisme des plus riches, pro-Erdogan, notamment dans le bâtiment travaux publics. Et dans cette société urbanisée à près de 80%, souvent décrite comme épuisée, quelle vie pour les minorités kurdes qui ont vécu encore plus dramatiquement le revirement d'Erdogan à leur encontre? Je vous présente nos invités. Ahmet İnsel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur RFI. Vous êtes politologue, économiste turc. Vous avez longtemps enseigné dans la célèbre université Galatasaray d'Istanbul. Vous avez publié en 2017 La nouvelle Turquie d'Erdogan, du rêve démocratique à la dérive autoritaire, aux éditions La Découverte. Nous sommes également en liaison avec Delphine Minoui. Bonjour. Bonjour Emmanuel Bastide. Merci d'être en direct avec nous d'Istanbul. Vous êtes grand reporter, correspondante donc à Istanbul pour le Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. Et vous venez de publier un très beau roman poétique, extrêmement instructif aussi, L'alphabet du silence, aux éditions de l'Iconoclaste, et qui raconte... Nous pouvons trouver aussi des programmes Grand Reportage, est un magazine qui diffuse du lundi au vendredi des reportages sur différentes personnes, cultures liées du monde entier. Dans l'émission interactive autour de la question, l'auteur Caroline Lakowski, avec l'aide d'experts, cherche des réponses à des questions et enjeux préalablement proposés par les auditeurs. Orient Hebdo est une émission consacrée à la situation dans les pays du Maghreb, du Proche et du Moyen-Orient, axée sur la vie quotidienne, l'éducation, la culture et la mode. Le Coq Chante est une série de reportages et de récits sur les espaces agricoles africains et leurs habitants aux prises avec les difficultés de l'existence. L'auteur de C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras, s'intéresse au sujet écologique, présentant des exemples positifs et négatifs de l'impact de l'homme et de l'industrie sur les milieux naturels. Religion du monde est une émission sur la multireligion du monde et des cultures et ses conséquences, tandis que Priorité Santé est une émission d'information et de journalisme sur la santé et l'hygiène, les menaces épidémiologiques, les méthodes de traitement et les droits des patients. D'autres programmes sont à caractère récréatif, culturel ou éducatif qui consistent en des programmes. Vous m'en direz des nouvelles sur la culture de la vie quotidienne,
Par exemple, Couleur tropicale, une émission musicale diffusée depuis 20 ans. En sol majeur, un programme combinant musique et culture folklorique avec musique et culture classique. Musique du monde, une émission diffusée le samedi et dimanche présentant de la musique classique et scénique, des émissions de festivals et de salles de concert. Littérature sans frontières, magazine littéraire hebdomadaire évoquant les nouveautés et présentant les écrivains francophones et du monde. Le programme mensuel Books est du même type. Pour le cinéma du monde, un magazine du cinéma présentant les événements les plus importants du monde du cinéma d'un point de vue international. D'autres, en 2015, RFI a lancé un site Internet dédié à l'éducation, appelé RFI Savoir, destiné au grand public. Ce site est pour apprendre le français. En plus de leçons typiques, une variété de contenus et de matériel radio sont affichés en français pour améliorer vos des compétences linguistiques. L'offre de programmation de RFI Monde est largement axée sur la diffusion de la culture française. Une grande partie des programmes fait référence au français et à la vie en France. La politique française et les événements importants pour ce pays sont également abordés. La série régulière est également consacrée à affaires européennes, y compris français. Malgré cela, la grille montre bien la prédominance des problématiques africaines. Rappelons que l'Afrique est consacrée à une chaîne RFI Afrique à part. Beaucoup de place est occupée par les émissions sur Haïti et les deux continents américains, mais il n'y a pas un seul programme distinct consacré à l'Asie. Dans les émissions générales, la diffusion de reportages, par exemple de l'Inde, ou dans la journalisme dans laquelle l'actualité est discutée, mais dans la période analysée, la radio n'a pas proposé de programmes réguliers exclusivement sur des sujets asiatiques. Des radios internationales comme Radio France Internationale, mais aussi BBC World Service ou Voice of America, fonctionnent dans le cadre de dispositions statutaires, ce qui garantit leur continuité de fonctionnement ainsi qu'un financement pérenne. Dans le même temps, les dispositions de loi garantissent leur indépendance vis-à-vis du gouvernement et de la politique actuelle. Ainsi, ils confirment leur rang élevé dans le système médiatique d'un pays donné et dans le système de communication internationale. Parallèlement, l'imposition de devoirs aux radios dans le domaine de la représentation d'une nation donnée d'un pays à l'étranger en fait des instruments de diplomatie publique. De plus, il convient de noter que la réglementation indique clairement que les nations de l'État dans leur ensemble doivent être représentées et non les politiques ou intérêts particuliers de gouvernements individuels. La priorité ainsi formulée est cohérente avec l'obligation de fournir une information indépendante, objective, impartiale et fiable imposée par la réglementation aux droits diffuseurs. Néanmoins, il y a des discussions dans ce pays qui peuvent être largement réduites aux questions suivantes. L'indépendance vis-à-vis des politiques gouvernementales actuelles peut-elle toujours être maintenue? N'y a-t-il pas une contradiction fondamentale entre les tâches de journalisme et les fonctions des médias internationaux, étatiques, publics, dans le domaine de la diplomatie publique? Ce sont en effet des enjeux très importants qui concernent le journalisme contemporain et les médias en général, non seulement payés par les impôts ou les abonnements, mais aussi privés. Les journalistes et les médias deviennent politisés et idéologisés. Ce n'est pas toujours le résultat de la pression du gouvernement ou des politiciens. Le journalisme objectif et impartial est en crise, c'est un phénomène courant. Par conséquent, dans une plus ou moins grande mesure, cela affecte également les médias internationaux. Malgré la naïveté de
la réponse imposée selon laquelle l'indépendance et l'impartialité des médias internationaux sont dans l'intérêt des États eux-mêmes, elle semble correcte. La crédibilité des États dépend en grande partie des médias qui les représentent et repose sur la confiance des destinataires qui se construit au fil des années, qui peut se perdre très vite. Cependant, afin de ne pas perdre la confiance et la crédibilité, la position des journalistes, des équipes éditoriales et de la direction des médias devrait être renforcée, dont le travail serait basé sur des fondements éthiques solides et de garanties systémiques d'inviolabilité, par exemple similaires à l'humanité des juges. Cette hypothèse est assez radicale et difficile à réaliser. Elle nécessiterait d'importantes réglementations légales et elle soulèverait des doutes quant à l'impartialité des journalistes salariés eux-mêmes. Cependant, si les stations de radio internationales doivent s'acquitter de leurs tâches de manière fiable, résister aux pressions des politiques ad hoc et lutter contre la propagande venant de l'extérieur, des solutions similaires peuvent être nécessaires. Merci à votre attention. Merci beaucoup. Un grand merci pour votre communication très riche et très bien documentée. On a en fait épuisé notre temps, mais peut-être on a quelques minutes pour une seule petite question. D'accord. Ah voilà, nous avons une question justement sur le chat. Oui, Est-ce qu'en Afrique, la RFI est utilisée comme une des manières d'apprentissage et de la transmission du savoir dans les écoles? Oui, oui, bien sûr. RFI est utilisé avec des programmes d'apprentissage pour l'Afrique. Par exemple, ils ont imité des programmes d'écologie, des programmes sur l'histoire, sur d'épidémiologie, par exemple, d'hygiène, parce que dans les pays africains pauvres, au manque d'éducation systématique, des programmes d'éducation sont imités, oui. Oui. Je ne sais pas si c'est suffisamment. Merci beaucoup. Je vous propose d'écouter Radio RFI Afrique. Ce sont aussi des programmes en français ou en anglais. Bien sûr, donc vous pouvez vérifier soi-même. Oui. Je me demande aussi, c'est une question très générale, quel est l'avenir de la radio internationale, c'est-à-dire avec la possibilité d'accéder aux informations, pas partout dans le monde. C'est peut-être ça un peu la réponse, n'est-ce pas? Oui, parce que dans le monde entier, nous avons des pays pas démocratiques avec des dictatures ou des totalitarismes. Donc, la radio comme RFI diffuse des programmes pour ces pays. Par exemple, de Corée du Nord, qui sont des programmes de RFI sont battus avec des méthodes de brouillage, par exemple. Donc, ce sont des stations
très important au niveau de diffusion de l'information parce que, comme je dis, la radio internationale utilise des ondes courtes. Des ondes courtes sont très accessibles, elles sont faciles à réussir aussi à récepteurs, pour récepteurs. Donc, c'est très important que des informations sont diffusées par des ondes courtes et d'autres. Oui. D'accord, donc il y a aussi cette dimension technique à laquelle on ne pense pas toujours forcément. Oui, parce que nous pensons de l'Internet, par exemple, nous pensons que tout le monde a accès aux Internet, mais ce n'est pas vrai. Nous pouvons penser de pays, de nations pas développées en dimension technologie. Merci beaucoup. Faute de temps, je pense qu'on va s'arrêter là. Encore une fois, un grand merci pour votre contribution et je vous remercie tous pour cette séance et je vous invite à notre prochaine rencontre le 24 mai et nous allons accueillir Madame la professeure Małgorzata Molendazir de l'École des hautes études de commerce de Varsovie et ce sera notre dernière séance de ce semestre. Et après, nous nous rencontrerons avec les étudiants le 14 juin pour les entretiens de validation de ce cours, mais on vous donnera tous les détails techniques la prochaine fois et dans les mails. Merci pour aujourd'hui et je vous souhaite tous une bonne soirée. Merci beaucoup pour votre participation à cette rencontre, à ce séminaire. Et encore, merci pour à votre attention pour l'invitation à ce séminaire. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir. Bonne Au soirée. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.